Sunday Night Production. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ultra Talk. Alors exceptionnellement, c'est pas Arnaud Manzanini qui va animer cet échange, mais moi, Guillaume, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver Arnaud dans d'autres épisodes. Mais là, on fait une capsule spéciale autour de l'UTMB où on va rencontrer des athlètes qui ont fait ou qui vont faire l'histoire de cette course. Et notre échange commence dès ce soir avec un athlète exceptionnel qui n'est autre que Mathieu Blanchard. Premier Français à courir sous les 20 heures à l'UTMB. Salut Mathieu, comment est-ce que ça va ? Je crois que tu viens tout juste d'arriver à Chamonix. Est-ce que tu as déjà commencé à prendre un peu la température de cette édition 2023 de l'UTMB ? Alors je suis arrivé juste aujourd'hui, je suis arrivé à 12h30 aujourd'hui, donc ça fait à peine 6 heures. Je suis arrivé dans le chalet dans lequel le team Salomon est rassemblé, donc j'ai un petit peu échangé avec d'abord mes compagnons de course. Qui sont répartis sur plusieurs courses. Mais je ne suis pas encore allé trop dans Chamonix pour aller voir la température. Mais je connais Chamonix, je connais l'UTMB, je sais que c'est très énergisé ici. Donc je ne doute pas que la tension est déjà un petit peu à son comble. Alors, pas très loin d'ici, là, à quelques mètres, tu as la place de l'Amitié à Chamonix. J'imagine que ça doit te rappeler des souvenirs, notamment l'année dernière, avec ta deuxième place. Ta performance en moins de 20 heures. On va revenir sur ton actualité un peu plus récente, mais là, j'aimerais qu'on analyse un peu avec le recul. On est allé quasiment un an, jour pour jour. Qu'est-ce que tu retiens de cette performance ? Est-ce que tu penses que tu as vraiment donné le meilleur de toi-même ou tu as encore des choses à dire et tu peux faire mieux ? Ça, c'est une bonne question. En fait, l'Ultra Trail a quelque chose de un petit peu magique, dans le sens où on ne peut pas contrôler des courses comme ça. On a beau arriver le plus entraîné possible avec la meilleure préparation physique, la meilleure préparation nutritionnelle. On a aligné toutes les étoiles pour être au top. Le jour de la course, il y a des paramètres. Et il y a beaucoup de paramètres à gérer. Il ne faut pas se tordre les chevilles, il faut faire en sorte que la nutrition passe bien. Il faut avoir la chance que l'altitude ne tape pas trop dessus. Que le froid ne retourne pas le ventre. Enfin, il y a tellement de paramètres à gérer qu'il y a une part aussi de magie et puis de manière un peu plus concrète, je dirais, de chance. Donc, je ne sais pas si j'ai tout donné. Ce qui est sûr, c'est que sur 2021 et 2022 UTMB, c'est les seules courses où ça m'est arrivé. J'ai eu une sorte de transcendance. Alors, ça peut paraître un peu ésotérique là, mais on n'est pas dans une secte. Mais c'est vrai que j'ai eu une sorte de transcendance et j'ai jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Alors je cherche, j'essaie de trouver la clé ou le bouton sur lequel j'ai appuyé pour me transcender, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'espère que ça reviendra, parce que quand ça arrive, qu'on se transcende sur une course, ça nous donne des ailes en fait. C'est très agréable, alors ça fait toujours un petit peu mal, mais on est quand même sur un niveau d'énergie et sur un niveau d'engagement physique qui est assez hors norme quand ça arrive. Ce qui permet de voler sur la course et de faire d'excellentes performances. Donc, je ne sais pas si je peux faire mieux. Il va falloir que je me retranscende d'abord et que les conditions et tous les paramètres soient bien gérés. Et alors, cette transcendance, tu sais, les anglo-saxons, ils appellent ça le flow. Tu sais, on l'a tous vécu. J'imagine qu'il y a des coureurs ici où on ne sent plus l'effort. On est sur un petit nuage, ce genre de choses. Souvent, c'est quand on est bien entraîné, quand on est bien affûté. Et là, justement, en termes de préparation, est-ce que tu te sens plus fort, aussi fort que l'année dernière à la même période ? C'est dur de répondre à cette question parce qu'on n'a pas forcément... quand on est en trail, bon, c'est sûr qu'on a quelques segments où on peut se tester. Mais c'est pas comme dans la course sur route, par exemple, on voyait les images tout à l'heure, où on peut se tester sur des courses de plus petit format quand on va sur une plus grande distance et on sait où on en est. En trail, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est expérimental pour moi cette année. J'ai eu une saison très particulière depuis le début de l'année avec de nombreux projets. Habituellement, en UTMB, je me dédie à ça 3, 4, 5 mois avant et je me prépare qu'à ça.
Là, ma préparation à l'UTMB a commencé à peu près le 1er août. Donc, sachant qu'il y a une semaine, 10 jours de tapering, d'affûtage. Là, il te reste 3 jours encore. Hein. Il me reste encore 3 jours, il va falloir aller faire des grosses séances, mais ce qui fait que c'est assez expérimental. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai fait 3 semaines du 1er août à la 3e semaine d'août en termes de volume d'entraînement, d'intensité, comme j'avais jamais fait. Donc ça, c'est pas... on va pas me donner de médaille pour ça parce que tu peux le faire et finalement tu peux te casser, te blesser et finir hyper fatigué. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait le plus gros volume d'entraînement avec les plus grosses intensités, avec un niveau d'énergie qui a répondu à ça, qui était excellent. Je dormais bien, je me levais le matin, j'étais motivé à retourner à l'entraînement, pas de pépins, pas de douleur, les jambes répondaient bien. Donc ça, c'est très intéressant et c'est nouveau. Donc je dirais que je me sens super bien. Bon, voilà. Je suis motivé de prendre le départ de la course et ça, c'est super important parce que j'ai expérimenté à la Western States d'avoir un corps super prêt physiquement, mais j'avais une tête qui n'était pas forcément là. Donc la tête, c'est l'ordinateur. Si la tête, elle n'est pas capable de contrôler un corps fort, en fait, ça fonctionne pas. C'est comme si par exemple, tu avais une super bagnole de sport, tu vas sur l'autoroute, tu vois, tu roules, puis la nuit, tu commences à piquer un peu du nez parce que tu es fatigué. Mais ta voiture, tu la conduis pas très bien. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Donc, c'est important d'avoir un niveau de mental et un niveau de fatigue centrale, du système nerveux central, qui soit le plus bas possible pour pouvoir engager un corps physique prévu. Donc, voilà, c'est là où physiquement je suis prêt. Est-ce que la tête va être assez forte pour avoir la hargne pour engager ce corps ? Je sais pas, mais en tout cas, je sens qu'il y a une belle flamme qui est en train de revenir. Alors, je vais pas te demander de parler de tes concurrents parce que ce serait pas de bon goût. Néanmoins, cette année, il y a plein d'athlètes, énormément d'athlètes, aussi talentueux les uns que les autres. Je crois qu'il y avait un chiffre qui est sorti. Tu as une trentaine d'athlètes avec un indice UTMB au-dessus de 830. Donc, c'est un cru exceptionnel. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la densité, de l'augmentation de performance aujourd'hui sur Ultra ? On n'a pas François Daen cette année, on n'a pas Xavier Thévenard, on n'a pas Kylian Jornet. C'était inenvisageable une édition sans eux, ça aurait eu presque pas de saveur. Et aujourd'hui, les 3 cadors, ils sont pas là. Je vais pas dire que ça passe inaperçu, mais finalement, là, il y a tel niveau, il y a une telle densité que on n'y pense même pas, quoi. Oui, c'est vrai, le trail, quand on regarde il y a 10 ans en arrière et aujourd'hui, tu regardes les temps de l'UTMB, là, c'est les 20 ans, donc on peut un petit peu, il y a beaucoup de chiffres qui sortent sur l'historique des résultats. Tu regardes les temps pour parcourir l'UTMB il y a 10 ans en arrière, hommes et femmes, par rapport à aujourd'hui, c'est pas le même monde. Le trail a énormément évolué, ça s'est professionnalisé. On est encore très loin d'avoir quelque chose de bien structuré parce que quand on voit encore ce que font les athlètes professionnels aujourd'hui, à commencer par moi, en termes de choix de saison, choix de course, choix d'organisation, pas de coach, pas de préparateur mental, pas de diététicien, ou en tout cas pas professionnel de la diététique autour de nous. Moi je me dis qu'on est encore un petit peu dans une école où on s'amuse, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a progressé. On voit qu'un nombre de nombre de courses et de nombre de pratiquants, c'est exponentiel. Et donc effectivement, les marques ont aussi pris de l'ampleur, les courses ont pris de l'ampleur, les finances de tout le monde ont aussi augmenté, ce qui fait qu'on a pu professionnaliser des athlètes qui se dédient à ce sport et qui ont énormément progressé. Donc comme tu l'as dit, la densité est énorme. Je pense qu'il y a très peu de courses où tu as autant d'athlètes qui ont des indices au-dessus de 850, 900. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, je l'ai vécu, quand tu es plus outsider par rapport à des ultra-terrestres comme ceux que tu as cités, tu as un avantage parce que tu n'as pas le stress à gérer, tu as tout à gagner, tu n'as rien à perdre, tu vois. Donc cette année, il n'y a que des personnes qui ont tout à gagner et rien à perdre. Donc je pense que ça peut faire une course qui est très intéressante comparée aux fois où il y a toujours un ultra-terrestre qui est là et qui va un petit peu plus gérer l'avant de la course, en tout cas le déroulé de ce qui va se passer, quoi. Alors, avec autant de trailers et traileuses aussi talentueux, on va se souvenir un peu du schéma de course de l'année dernière. On avait Erpao Capel qui a explosé le peloton, qui est parti à des vitesses complètement folles. On l'a vu, Kylian qui l'a suivi, qui a réussi à le suivre sur un petit peloton. Quasiment tous ont pété après, sauf Kylian qui a réussi à trouver un second souffle avec toi, notamment, qui l'a un peu titillé. Cette année, est-ce que tu as une stratégie particulière ? Alors, je sais que sur trail, on n'aime pas parler stratégie, on n'aime pas parler d'entraînement, tout se fait avec les étoiles et puis la petite magie, mais quand même, il va y avoir du monde, ça risque de partir fort, il y a des garçons très rapides en bas. Toi, est-ce que
Là, l'idée, c'est de suivre, de gérer ta course de ton côté. Est-ce que tu as quand même prévu un petit plan? Ne me dis pas non, là, on est entre nous. Hein, voilà. Comment tu vois les choses? J'espère qu'il n'y a pas des espions dans la salle quand même. Qui vont T'as aller 2-3 de staff là que j'ai vu tes équipes. Ouais, Non, je je vois des plaisante. marques concurrentes là, ils vont aller raconter la stratégie. Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est Moi, mon. tu peux bouffer, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, Je vais voilà. vous dire une fausse stratégie. Ça, ils pourront les avoir. Non, mais c'est mon 4e UTMB, donc je commence à avoir un petit peu d'expérience sur cette course. J'en ai couru 3, donc 2021 et 2022, c'est très bien passé avec une stratégie qui avait été mise en place. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, même si notre sport est encore ultra expérimental, il n'y a pas de recette figée pour les programmes d'entraînement, pour les programmes nutritionnels, pour les programmes de récupération. On est beaucoup dans l'expérimental encore aujourd'hui, c'est très individualisé. En tout cas, moi j'ai trouvé une recette pour l'UTMB qui fonctionnait pas trop mal. Donc je vais pas trop changer ma C'était stratégie. plutôt resté en retrait d'ailleurs En gros, ça l'année c'est dernière. simple. T'as deux possibilités quand tu cours devant avec les coureurs élites. La première, c'est de t'affranchir totalement du temps. Donc là, c'est vraiment, tu joues la course en fonction des autres. Tu pars devant et puis en gros, ça joue des coudes, un petit peu à l'ego. Et finalement, c'est un petit peu l'analogie de la boîte d'œufs que tu jettes contre un mur. Voilà, il y a 5 œufs qui cassent, puis il y en a un qui résiste. Et puis bon, c'est ça, en fait. C'est celui qui résiste le plus loin qui va éventuellement être capable de gagner la course. Et la deuxième stratégie, c'est de volontairement se donner des temps de passage au ravitaillement au fur et à mesure de la course, qui sont associés à notre niveau de performance, en tout cas celui qu'on estime, qu'on a évalué, qu'on peut aussi affiner avec l'expérience des années d'avant. Mais ça, c'est une stratégie où il faut bien l'accepter avant, parce que voir des coureurs partir devant et arriver à un ravitaillement et te dire « t'as 5 minutes de retard », au suivant « t'as 10 minutes de retard », au suivant « t'as 15 minutes de retard », faut l'assumer. C'est très difficile, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai assumé les 2 dernières années. Puis après, c'était t'as 20 minutes de retard, t'as 15, t'as 10, t'as 5, hop, t'es avec eux. Donc, voilà, c'est une stratégie risquée aussi parce que tu peux ne plus jamais les revoir, mais c'est une stratégie qui peut fonctionner aussi. Maintenant, cette année, je pense que comme il n'y a pas des François, des Kylian, j'ai la sensation, je ne veux pas faire de plan sur la comète, mais que ça ne va pas non plus partir à l'extrême. Jim Wamsley aurait pu partir très fort, mais je sais que il veut faire une course pleine. Il a eu beaucoup de désillusions sur la course. Je pense pas qu'il va partir comme un fou. Maintenant, il y a un Pau Capel qui annonce encore qu'il veut absolument courir son UTMB sous 20 heures. Donc peut-être que lui va partir fort comme l'année dernière. Mais sinon, je pense que ça va rester assez en contrôle. Et mes temps de passage sont plutôt assez agressifs pour rester dans la course, on va dire. Alors, je vais maintenant laisser la parole à nos invités. Il y a certainement des questions autour de ça. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Alors, généralement, le premier à censer, c'est... Après, on les arrête plus. Hein. Donc, voilà, mais le premier, c'est toujours le plus compliqué. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? J'ai un petit micro pour vous. Dites-moi. Ton prénom? C'est Simon. Hop. Bonjour Mathieu. Salut Simon. Quel conseil aurais-tu à donner à un trailer normal entre guillemets qui va participer à la première fois à l'UTMB? Déjà, tout le monde est normal, je pense. Nous aussi, on est normal, on n'est pas anormal. C'est en fait un conseil. Ouh là là. 2 alors. Non, mais je pense qu'il faut... le meilleur conseil que je vais te donner, c'est de vraiment pas partir trop vite, quoi. C'est le truc classique, en fait. Il y a tellement... ce qui se passe à l'UTMB, c'est que c'est quand même une course qui est grosse, on le voit, et qui est très médiatisée. Ce qui fait que quand tu as commencé à la préparer il y a 3, 4, 5, 6 mois en arrière, déjà tu te faisais bombarder, à moins que tu sois vraiment déconnecté des médias, de tout ce monde-là, mais si tu es un petit peu sur les réseaux sociaux et dans les médias, tu te fais bombarder par cette course-là depuis longtemps. Donc ça a créé au fond de toi une genre de boule un petit peu d'anxiété ou d'excitation, indépendamment comment tu veux la tourner, depuis longtemps. Et la semaine de la course va exacerber encore plus cette sensation-là. Et après, au plus ça avance, au plus ça arrive sur la ligne de départ, au plus c'est fou. Cette musique, ce monde, cette foule fait courir tout le monde beaucoup trop vite au départ parce qu'on est sur un petit nuage. Et c'est une grosse erreur parce que même en courant les 5 premiers kilomètres beaucoup trop vite, déjà tu vas mettre par exemple ton système digestif en hypoxie, beaucoup trop tôt. Ce qui fait que si tu n'es pas capable de t'alimenter dans la première heure, tu vas le payer très très cher
dans les prochaines heures, voire dans la dernière heure de course. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire que si on veut faire un bel UTMB et pas trop souffrir, c'est essayer de se mettre un peu en mode maître yogi et de s'affranchir en fait de toute cette énergie autour et de cette vague qui va t'amener pour se dire ok, calmos, il faut que je sois capable à la fin de la première heure de course d'avoir faim et d'être capable de manger quoi. Si au bout d'une heure déjà je suis en mode un petit peu nauséeux, je suis pas sûr si je vais pouvoir rentrer ma barre ou mon gel, c'est pas bon, c'est parce que t'es parti trop vite. Donc vraiment partir doucement, se mettre dans sa bulle et oublier, c'est dur à faire mais oublier tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ton prénom c'est Jocelyn. Bonsoir Mathieu. Moi c'est une question un petit peu spirituelle, pareil, j'ai le sentiment qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais est-ce que sur les presque 20 heures de course, t'as des techniques sur ta gestion des pensées? Est-ce que t'es exclusivement préoccupé par les temps de passage, la gestion de la nourriture, ou est-ce que t'as des recettes aussi dans des pensées positives que tu peux amener durant les 20 heures un peu moins du coup de course? Voilà, par rapport aux pensées, mais de manière générale sur les ultras. Deux choses. La première, déjà, c'est de faire ta petite introspection avant la course, la veille de course ou la semaine qui précède, voire les mois qui précèdent, des raisons qui t'ont amené à participer à cette course. Parce que si tu commences à y réfléchir pendant la course, c'est trop tard. Ton niveau d'oxygénation du cerveau est aussi très limité, ce qui fait que ton niveau de pensée est très bas. On le voit, la lucidité d'un ultra-trailer est pas à son comble. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux avoir les raisons pour lesquelles tu fais cette course avant et tes propres raisons. Pas les raisons qui font plaisir aux autres. Donc ça peut être très banal, ça peut être très personnel. C'est la présence d'une famille qui t'accompagne sur le bord du chemin, une raison aussi de revanche sur un moment de vie qui a été difficile, peu importe, mais il faut avoir préparé ces raisons-là avant. Et puis moi, ce que je fais aussi, c'est que je les écris des fois, ça imprime, je suis plus visuel. Et donc après, tu peux les ressortir de ta poche et les mettre dans ta tête pendant la course. La deuxième chose, c'est que en fait, les moments difficiles et les pensées négatives, ça fait partie de la course en fait, pour tout le monde. Et il faut pas essayer de les contrer en fait. Les contrer, c'est quand ça arrive, que tu es dans le dur, que tu vas abandonner, dire oh non, on fait chier, pourquoi c'est dur et tout, non, je veux pas. En fait, c'est juste l'accepter parce que ça fait partie de la course. Et moi, ce que j'ai appris, et puis je pense que quand on a l'expérience, c'est que après un creux de vague, il y a toujours une remontée. C'est pas une courbe qui fait que descendre de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Il y a toujours une remontée après un creux. Donc le creux, faut l'accepter. Moi, même aujourd'hui, je joue avec ça. Je suis dans le dur, j'ai un passage à vide, une petite hypo, une douleur musculaire, un coup de froid. Je suis en mode, c'est normal, ça fait partie de la course. C'est dur, mais derrière, ça va remonter. Donc faut être dans l'acceptation. Faut être dans l'acceptation de ça parce que ça fait partie du game, du jeu, de la course pour tout le monde. Du premier jusqu'au dernier, tout le monde souffre à un moment donné et il faut l'accepter. Et ça, quand tu réussis à avoir de l'acceptation avec les moments de douleur et de difficulté, tu verras que la remontée de la vague va arriver beaucoup plus vite. Salut Mathieu, on a vu que tu avais choisi de faire l'UTMB un peu plus tard que d'habitude. Tu as dit que tu étais dans une fraîcheur mentale qui était au top. Est-ce que si tu n'avais pas été dans cette fraîcheur mentale, tu l'aurais fait quand même au talent ou pas en fait? Oui, effectivement, j'ai pris la décision de courir l'UTMB mi-août, donc il y a un peu plus de 15 jours. Comme je l'ai dit auparavant, l'UTMB, je l'ai couru 3 fois. Donc, et puis je l'ai parcouru aussi en repérage 3 fois aussi. Donc même les paysages, je les adore et je reviendrai les revoir toute ma vie s'il faut chaque année. Mais je les connais, tu vois, le sentiment de découverte, il n'est pas décuplé sur l'UTMB. Donc c'est sûr que si je prenais le départ de l'UTMB cette année, c'est parce que je savais que j'avais en tout cas la fraîcheur mentale et physique pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Si j'avais pas eu cette fraîcheur mentale et physique, j'aurais pas pris le départ, c'est sûr. Voilà, donc j'ai pris mon temps. J'ai eu un mois de juillet très difficile, j'ai quasiment pas couru. Mais j'ai trouvé beaucoup de réponses à des petits troubles personnels. Et si j'ai pris la décision de prendre l'UTMB, c'est pour donner le meilleur de moi-même et passer vraiment une belle course. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, on a beau aligner toutes les étoiles à la perfection, la course et les surprises du jour J peuvent venir des fois nous mettre des petits bâtons dans les roues, mais ça fait partie de la course. On t'a vu faire le marathon de Paris, on t'avait même reçu dans le podcast dans Tête d'un coureur. Est-ce que tu penses que cette expérience sur le bitume t'a apporté quelque chose qui te sera utile
pour l'UTMB cette année ou peut-être même sur d'autres ultras? Moi, je suis tout à fait partisan que la course sur route, en tout cas la course à plat, sur piste, sur route, est une super école pour le trail. C'est un petit peu comme les gammes au piano. Je vois énormément de coureurs et de coureuses qui découvrent la course à pied directement par le trail parce que c'est fun, parce que c'est la nature et puis ils ne veulent pas toucher au bitume parce que c'est moins fun pour eux en tout cas. Je pense que c'est une erreur parce que le trail, ça reste de la course à pied. C'est pas de la randonnée, c'est de la course à pied. Et je vois encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui rechignent à aller s'entraîner sur route et qui pourraient courir beaucoup plus sur leur course s'ils faisaient leur gamme. Moi aussi, je suis un passionné de trail et puis j'adore la nature et j'adore m'éclater dans les descentes entre les racines et les pierres. Mais j'ai réussi à trouver du fun aussi sur les entraînements sur route. C'est pas forcément désagréable et je trouve que finalement, le petit trick mental, c'est de se mettre un petit objectif comme un marathon ou un demi-marathon ou un 10 km, en tout cas un objectif de route qui va donner un petit peu une raison de s'entraîner, en tout cas des objectifs, des temps de passage et on découvre un peu ce monde-là et c'est très intéressant et ça peut être que bénéfique pour le trail, c'est certain. C'est vrai que on parlait tout à l'heure de la densité sur le trail et là on se rend compte que il y a énormément d'athlètes talentueux. Moi je compare ça souvent avec le triathlon. Tu sais, avant sur le triathlon, tu pouvais te permettre d'être un peu moins bon en natation, d'être un peu moins bon sur le vélo ou en course à pied et ça passait, c'était très talentueux dans deux autres disciplines. Mais le niveau est tellement monté qu'aujourd'hui c'était pas hyper déter sur tous ces aspects, t'es exclu en fait du game. Et là aujourd'hui quand on voit les trailers, c'est des mecs super rapides, les meilleurs que je parle, ils sont hyper rapides, hyper puissants dans les montées, hyper efficaces dans les descentes, en gestion de course. Il y a beaucoup moins d'erreurs qu'auparavant. Voilà, on voit qu'on peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir cette petite lacune sur la vitesse. Moi, il y a 4 ans, j'étais venu à Chamonix avec Fred. On était les seuls à s'entraîner sur la piste. Un peu par provocation, on allait sur la piste s'entraîner. Cette année, allez faire le test. Allez-y à n'importe quelle heure. La piste, elle est pleine. Et ça, c'est complètement nouveau. Bah, tant mieux, c'est des personnes ont compris que finalement l'entraînement sur piste et sur route est bénéfique pour le trail. Maintenant, après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus en faire une obsession. Là, c'est sûr qu'au niveau élite, professionnel, être très rapide à plat, c'est hyper important. Tu sais, là, ça part du départ jusqu'aux ouches, c'est 8 kg de plat. Là, ça roule à 17-18 km/h à plat sur la route. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas une économie de course pour courir à ces vitesses-là, tu vas te prendre déjà 10-15 minutes à arriver aux ouches. Et après, des parties de plat, il y en a encore plein. Donc, c'est sûr que voilà, faut savoir courir à ces vitesses-là. Et après, pour tous les autres coureurs du peloton, avoir une bonne économie de course à plat va forcément te permettre de brûler moins de cartouches durant ta course et de finir ta course en meilleure forme, quoi. Donc voilà, on est coureur de trail, on n'est pas marcheur de trail. Maintenant, c'est sûr que moi, sur un UTMB, je marche quand même peut-être 30% de la course. Donc il y a aussi la marche qui fait partie de la course. Mais ce que je trouve dommage, c'est quand je vois des personnes qui se retrouvent à plat et qui sont pas capables de courir à plat ou dans un faux plat descendant. Je trouve ça dommage et je pense que s'ils faisaient du travail sur route, ils auraient peut-être une économie, en tout cas développer aussi une musculature qui leur permettrait de tenir, de courir sur des portions qui sont courables, quoi. Après, ça sert à rien de savoir courir un 10 km à 21 km/h parce que voilà, mais on peut pas se permettre aujourd'hui. Je parle plus d'économie de course que de vitesse, en fait. Voilà, d'adapter son corps à pouvoir être coureur. En fait, on est coureur. Voilà. Ouais, bon, maintenant, de toute façon, plus le niveau va monter, moins il y aura voilà, il faut être excellent partout. De toute façon, c'est ça, c'est aussi ça le haut niveau. Est-ce que du coup, entre-temps, il y a eu peut-être une question naissante? Bonjour Mathieu. Tout à l'heure, tu parlais de ta préparation avec des volumes et des intensités super importantes. Juste à rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est pour toi une semaine type et quelle place tu mets à d'autres sports si tu les mets, du style le vélo, la natation ou je suppose aussi la muscu? Ouais. Merci. En fait, il n'y a pas de semaine type. Il y a à peu près, je bâtis des semaines. Après, j'adapte un peu au jour le jour. Voilà. Après, le matin, je me lève, je fais un petit check corporel et puis j'adapte en fonction. Ça peut aller d'une semaine à 0, totalement 0. Après, les plus grosses semaines, parce que j'imagine que c'est ça qui t'intéresse, tu vois, ça monte à 30-40 heures de sport, où ça va être 30 heures de course à pied et 10 heures de vélo, par exemple. Une grosse semaine que j'ai fait avec mon ami Dorian qui est là. La deuxième semaine d'août, j'ai dû faire
300 km de course, 15 000 mètres de dénivelé et 250 km de vélo quoi, sur 2 sorties. Et puis renfort musculaire, c'est à peu près 2 fois semaine. Quoi. Voilà. Ça, c'est la semaine monstrueuse qui arrive une fois dans l'année. Quoi. Donc ça va de 0 à ça. Quoi. Ça Plus tu te rapproches de l'objectif, plus tu es spécifique. Exactement. Au plus je me rapproche de l'objectif, au plus, par exemple, quand je suis loin de l'objectif, je vais faire des 30 secondes, 1 minute à plat. Et puis le jour de l'objectif, c'est plus des 20 minutes, 10 minutes à monter avec les bâtons. Voilà. Bonjour Mathieu, bonjour Guillaume. Tu publies beaucoup de tes entraînements et on n'en voit jamais la nuit. Alors je voulais savoir si vous vous entraînez aussi la nuit parce que c'est une grosse partie de l'UTMB et des autres courses. Ouais. Déjà, bravo pour ta MCC. Apparemment, les conditions n'étaient pas Ouais, merci. faciles. C'est bien, tu portes la médaille. C'est comme au marathon de New York, le lendemain, tout le monde porte sa médaille en ville. Et je trouve que tout le monde devrait faire ça. C'est un beau rituel. Alors, je me suis déjà posé la question plusieurs fois. Je sais qu'il y a des athlètes qui le font. Moi, j'ai décidé de ne plus le faire. Parce qu'en fait, mes journées sont tellement chargées en termes d'entraînement que une nuit, c'est hyper important pour moi. Rater une nuit, ça peut me causer du trouble pour les 3 prochaines journées. Donc, je préfère, en fait, j'évalue toujours l'avantage, l'inconvénient, et aller faire un 21h, minuit, ou me lever à 2h du matin pour aller courir avec ma frontale, ça va me tuer une nuit. Le lendemain, je ne vais pas réussir à m'entraîner, le surlendemain peut-être. Je pense aussi que l'évolution du matériel, c'est mon avis. Il y a encore 10 ans en arrière, on avait des lampes frontales qui faisaient 200 lumens et qui tenaient 1 heure. Maintenant, on a des 1000-1500 lumens sur la tête. Quand on allume le sol, on fait des trous par terre et des trous dans les arbres tellement que ça éclaire. Ce qui fait qu'on est dans la lumière du jour, quoi. Le seul petit changement, je trouve parfois, c'est quand la lumière... il faut un petit temps d'adaptation. Quand la lumière tape sur une roche, ça fait une ombre derrière. Il y a juste un petit calage à faire avec les pieds, avec les ombres qui sont créées par les pierres et tout. Mais pour moi, en tout cas, c'est mon avis, ça vaut pas le coup de sacrifier une nuit pour aller s'entraîner à courir à la frontale. Et même la nutrition, t'as pas des besoins spécifiques, des goûts qui changent, des envies différentes la nuit? La nuit, non, absolument pas. Après, moi, un truc que je fais par rapport à la nutrition, c'est que je prends pas de caféine la nuit. Je prends mon premier gel caféiné au lever du soleil, donc c'est à peu près à Grand Col Ferré. Et puis je prends pas de caféine la nuit, juste pour essayer aussi de respecter une certaine forme de cycle circadien, pour pas trop, déjà que c'est choquant de faire une nuit blanche dehors. C'est en plus je mets la caféine et puis je sais pas, j'aime bien la nuit. Je réussis en fait à rentrer dans une bulle. Je dors pas non plus, mais je dors un peu debout quand même, où je deviens un petit peu végétatif. Mon cerveau s'éteint un petit peu. Je pense plus à rien. C'est comme si je dormais, mais j'avance de manière un peu mécanique et robotique. Et je pense que si je prendrais de la caféine, ça me mettrait mon cerveau en route, quoi. Donc c'est le seul truc que je fais. Sinon, au niveau nutrition, il n'y a pas de changement nuit-jour, quoi. Tant mieux. Je vais te poser une question parce que l'année dernière, on t'a vu courir dans les descentes avec les bâtons. Et c'est vrai que depuis, on voit de plus en plus de trailers utiliser les bâtons en descente. Alors il y avait quand même Ludovic Pomeray qui lui aussi utilisait un peu les bâtons en descente, mais c'est quand même assez rare, vous êtes peu nombreux à le faire. Qu'est-ce que tu aimes avec les bâtons? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un plus parce que tu es un peu un expert en bâton, tu es reconnu pour ta bonne gestion des bâtons? Ouais, c'est parce que aussi je me renforce un peu plus le haut du corps que d'autres, ce qui fait que j'ai beaucoup de force au niveau des bâtons, donc j'en profite. Maintenant, l'ultra trail, ça reste aussi une course à l'économie. Moi, je pense toujours que ce que je fais dans la première heure de course, même si je suis full énergique, je suis capable de courir à 20 km/h en bas sur la route là, ce que je vais faire dans la première heure va avoir un impact sur la dernière heure de course. Et ça, je me le répète tout le temps dans les 2 premières heures. Ce qui fait que utiliser les bâtons en descente va, en tout cas c'est ma théorie, économiser un petit peu mes jambes qui seront potentiellement plus fraîches en fin de course. Après, utiliser les bâtons en descente, si on rentre un petit peu plus dans le spécifique, si c'est une descente qui est propre, où il n'y a aucune roche, aucun saut de marche, j'utilise pas les bâtons, je laisse un peu rouler mes pieds, ça descend. Je les utilise uniquement quand il y a des terrains avec des sauts, en fait, soit des hautes marches, parfois il y a des marches en bois, soit des rochers à sauter. Et voilà, c'est les seuls moments où je vais utiliser les bâtons pour venir finalement
réduire la charge que je mets sur le saut d'une roche ou d'une marche, quoi. Donc voilà, c'est ça un peu le spécifique. Et la première fois, pour si tu veux le détail, où je les utilise, c'est dans la descente qui mène à Courmayeur. Il y a une descente assez raide avec des grosses marches en bois, donc là je les utilise pour m'amortir. Ensuite, l'autre descente où je les utilise, c'est en fait c'est juste la flégère. Une fois que tu passes tête au vent, la flégère, là il y a beaucoup de sauts de rochers et c'est la fin de course en plus je l'utilise. Sauf que cette année j'aurais pas à les utiliser là parce qu'ils ont changé un peu le parcours, on va monter par la piste de ski, donc je les utiliserai probablement que dans la descente de Courmayeur. Merci infiniment Mathieu, on va pas trop tenir plus longtemps parce que bon voilà, la récupération c'est important, tu as en plus de 3 choses de prévues dans quelques jours. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu des interviews, j'espère que ça vous a plu, d'autant plus que voilà, Mathieu il se fait assez rare en ce moment et c'est comme tous les athlètes élites, donc c'est top, donc voilà, j'espère que vous avez profité de ce moment rare et précieux. En tout cas moi ça a été un plaisir comme toujours de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.